Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les ambassadeurs des grandes puissances au Grand Sérail. Ils ont rencontré le Premier ministre Salam et exprimé leur attachement à la stabilité et à la sécurité du Liban, ainsi que leur profonde inquiétude face à la vacance présidentielle. En Syrie, le cessez-le-feu a été prolongé de 48 heures. Ban Ki-moon demande à Washington et à Moscou d'aider à débloquer l'aide humanitaire qui n'est toujours pas parvenue aux régions assiégées. Aux États-Unis, Donald Trump surfe au maximum sur l'épisode du malaise d'Hillary Clinton. Le camp de la candidate démocrate tente de rassurer. L'ancienne première dame doit repartir aujourd'hui en campagne en Caroline du Nord. L'ancien Premier ministre libanais Saad Hariri a accusé ce jeudi l'Iran de propager le terrorisme à travers le monde musulman. Dans des déclarations sur son compte Twitter, le chef du courant du futur accuse aussi Téhéran d'être responsable de l'exode du peuple syrien, de la partition de l'Irak, de l'atteinte à l'unité nationale au Yémen et de la mise à l'écart des accusés du meurtre de son père, Rafik Hariri. Je vous disais en titre, les ambassadeurs des grandes puissances en poste à Beyrouth ont exprimé ce jeudi leur attachement à la stabilité et à la sécurité du Liban. Nous appelons l'ensemble des parties libanaises à agir en faisant preuve de responsabilité dans l'intérêt du pays afin de renforcer l'action des institutions, indiquent les diplomates dans un communiqué publié à l'issue d'une rencontre au Grand Sérail avec le Premier ministre Tamam Salam. Les ambassadeurs ont par ailleurs exprimé leur profonde inquiétude face à la vacance présidentielle qui entrave, selon eux, l'action du gouvernement et du Parlement. En Syrie, le cessez-le-feu entré en vigueur lundi soir a été prolongé de 48 heures. L'OSDH a annoncé qu'aucun mort, civil ou militaire, n'avait été répertorié durant les premières 24 heures dans les zones concernées. Mais à New York, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a demandé à Washington et Moscou d'aider à débloquer l'aide humanitaire car celle-ci n'est toujours pas parvenue aux régions assiégées. Les explications de Julien Cheïda. Ces habitants en avaient perdu l'habitude. Les armes se sont quasiment tues à Alep. Mais la situation reste critique. L'aide humanitaire se fait toujours attendre. Les accès aux villes assiégées ne sont toujours pas sécurisés. D'où cet appel des Nations Unies adressé à Moscou et à Washington. Les Nations Unies souhaitent dès à présent saisir l'opportunité de livrer de l'aide humanitaire à Alep et dans les villes assiégées difficiles d'accès. Il est essentiel que les négociations entre Syriens reprennent pour que le peuple sente un réel changement dans sa vie quotidienne. À la frontière turque, un convoi de 20 camions est prêt à livrer cette aide. Un mois de nourriture pour environ 40 000 personnes. Mais leur sécurité vers la ville d'Alep n'est pas assurée. L'armée syrienne occupe toujours la route du Castello. Un axe stratégique, le seul par lequel l'aide peut être convoyée dans le quartier est d'Alep. Dans la ville, la situation reste précaire. Les rues étaient toujours vides, mais maintenant les gens vont et viennent. Les gens peuvent jouer et tout le monde est plus ou moins content. Mais le problème, c'est que les marchés restent vides. La démilitarisation de la route du Castello est pourtant l'une des conditions négociées par Moscou et Washington. D'après l'état-major russe, le retrait des troupes syriennes est prévu dans la matinée. Et plus au nord, à Jarablous, les civils ont pu rentrer chez eux. La ville a été libérée il y a 3 semaines du groupe État islamique. Les habitants restent très marqués, notamment les femmes. Le reportage sur place de Fatma Kizilboa. La propagande des djihadistes n'a pas encore été effacée des murs de la ville de Jarablous. Les atrocités qu'ils ont commises sont en revanche gravées dans la mémoire des habitants. Ils ont décapité mon fils à Kobané et ont envoyé sa tête pour qu'elle soit accrochée sur la place publique. Ensuite, ils l'ont mis sur un plateau et me l'ont envoyé. Ma peine est immense. J'ai le cœur déchiré à jamais. Ils sont partis d'eux-mêmes. Qu'ils aillent au diable. L'enfer de l'organisation État islamique, Jarablous en a officiellement été libéré il y a 3 semaines. Mais les djihadistes laissent derrière eux de profondes séquelles. Pourquoi vous avez peur? Qui est-ce qui vous a forcé à vous habiller comme ça?
On a peur qu'il ressurgisse. On est toujours terrifiés. Cela faisait 2 ans qu'il nous asphyxiait. Les couleurs sombres, ce sont les couleurs de la peur, les couleurs de la mort. Daesh les a terrorisés. Rassurer la population, un défi permanent pour les combattants de l'armée syrienne libre qui ont longtemps déserté cette région du nord de la Syrie. Les femmes sont les plus traumatisées. Les djihadistes nous interdisaient de montrer nos yeux et nos mains. Nous n'avions pas le droit de porter de bijoux, même sur nos gants. Le voile intégral était obligatoire à partir de 9 ans. On croyait qu'il ne partirait jamais. Le départ des djihadistes, un soulagement pour certaines. D'autres se sont résignées au mode de vie qui leur a été imposé pendant plus de 2 ans. On s'est habitué à ces vêtements, c'est mieux comme ça. Moins de 24 heures auront été nécessaires pour délivrer la ville de Jarablous de la présence de l'organisation État islamique. Mais la population aura besoin de nombreuses années avant de se débarrasser de l'influence des djihadistes. L'état de l'ex-président israélien et prix Nobel de la paix Shimon Peres a connu une réelle amélioration selon son médecin personnel, mais sa situation est toujours très critique. Shimon Peres, 93 ans, a été plongé dans un coma artificiel et placé sous assistance respiratoire mardi après un accident vasculaire cérébral. Sandrine Gomez. Devant cet hôpital de Tel Aviv, la nuit a été longue. Tout un pays attend des nouvelles de son ancien président. Shimon Peres, 93 ans, a été admis en urgence, placé sous assistance respiratoire après un accident vasculaire cérébral. Et pour l'heure, il est encore trop tôt pour se prononcer. Monsieur Peres ce matin est stable, il est dans une situation critique, mais dans un état stable. Pour son médecin personnel, il y aurait néanmoins des raisons d'espérer. Lorsque nous avons réduit les sédatifs, il s'est réveillé. Pas complètement, mais il était réceptif quand on lui parlait. Il a serré ma main et il écoutait, il comprenait tout ce qui se passait. Personne ne peut s'avancer à ce stade, mais nous restons optimistes. De l'optimisme, car c'était un peu le credo d'un ancien président infatigable, toujours militant, comme ici quelques heures avant son AVC. Sur Facebook, il vantait les mérites du Made in Israël. Je vous recommande à tous d'acheter des produits israéliens. Pas seulement par patriotisme, mais simplement parce qu'ils sont meilleurs. Shimon Peres, c'est près de 70 ans de carrière politique. Plusieurs fois Premier ministre et président d'Israël de 2007 à 2014. Artisan des accords d'Oslo, il reçoit le prix Nobel de la paix en 1994. Une récompense partagée avec le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin et le président palestinien Yasser Arafat. À 93 ans, Shimon Peres reste un symbole en Israël, le dernier des fondateurs de l'État hébreu, encore en vie. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Au retour sur le plateau de l'info, Donald Trump tente de surfer au maximum sur l'épisode du malaise d'Hillary Clinton. Comme promis, il a révélé à la télévision des informations supplémentaires sur sa santé de fer, malgré ses 70 ans. De son côté, le camp de la candidate démocrate tente de rassurer sur la santé d'Hillary Clinton, qui doit repartir aujourd'hui en campagne en Caroline du Nord, puis à Washington. Natacha Milray nous en dit plus. La santé comme arme de campagne. Dans le célèbre show télévisé du Dr Oz, Donald Trump, le candidat républicain, joue la carte de la transparence et feint l'innocence auprès de l'animateur vedette. Well, I have really no problem in doing it. I have it right here. I mean, should I do it? I don't care. Un document qui tombe à pic, le compte-rendu de ses tout derniers examens provenant de son médecin personnel. Mais peu de révélations d'après les spectateurs présents. Trump a dit qu'il voulait perdre environ 10 kilos. Je pense que la seule chose que les médecins ont découvert, c'est que son indice de masse corporelle était un peu élevé. L'équipe de campagne d'Hillary Clinton a dénoncé une comédie. La candidate, de son côté, a rendu publique une lettre de 2 pages de son médecin.
Selon ce document, elle se remet bien de sa pneumonie et reste en bonne santé et apte à servir comme présidente des États-Unis. Hillary Clinton doit repartir en campagne ce jeudi et tenter de faire oublier rapidement son incident de santé et les flottements qui ont suivi dans sa campagne. Toujours aux États-Unis, la fondation de Donald Trump visée par une enquête judiciaire. L'organisme caritatif du candidat républicain est accusé d'irrégularité. Les explications de Raphaël Vivant. C'est un sujet d'ordinaire abordé par le camp démocrate, mais Donald Trump a une nouvelle fois prouvé qu'il aimait créer la surprise. Le candidat républicain a révélé son plan pour la famille et l'enfance, en compagnie de sa fille Ivanka, elle-même mère et femme active. Ceux qui sont au pouvoir doivent se mettre à la place des ouvriers licenciés, des familles inquiètes pour leur sécurité ou des mères n'arrivant plus à assurer les dépenses liées à leurs enfants. Ces dépenses sont un vrai problème. Donald Trump a surpris avec des suggestions plutôt progressistes. Il propose notamment 6 semaines de congés payés pour les nouvelles mères ou encore des déductions fiscales pour les frais de garde d'enfants. Le candidat à la Maison-Blanche espère attirer l'électorat féminin, plutôt séduit par le programme d'Hillary Clinton. Avec de nombreuses remarques jugées sexistes et provocantes pendant sa carrière, Donald Trump a l'habitude de s'attirer les critiques. Le magnat de l'immobilier n'a toutefois pas oublié de tacler sa rivale pour son absence de politique familiale. Pour beaucoup de familles dans ce pays, les frais liés à l'enfance sont les dépenses les plus importantes. Je pense encore plus que le logement. Les politiques qui ont été menées sur ce terrain sont inefficaces et ma rivale n'a aucun plan pour l'enfance. Mais Hillary Clinton, militante de longue date pour les droits des femmes, a bien annoncé un plan familial. Elle défend notamment un congé payé de 12 semaines pour les 2 parents. Un nouvel adolescent, le 3e en moins d'une semaine, a été inculpé et placé en détention en France, soupçonné de vouloir mener une attaque djihadiste. Tous semblent en lien avec Rachid Kassem, propagandiste virulent de Daesh, qui a téléguidé plusieurs attaques en France. Raphaël Vivant. C'est le 3e mineur arrêté en moins d'une semaine en région parisienne. Selon la police, il projetait de mener une action terroriste. Collégien, âgé de 15 ans, jusque-là inconnu des services de renseignement. Dans son immeuble, ses voisins décrivent un garçon discret qui venait de changer brusquement d'apparence. Ce qui m'a choqué, c'est le petit, que d'habitude il est tout le temps en short et tout ça, et là d'un coup il est en djellaba. Voilà, c'est ça qui m'a choqué. Mais c'était quand ça? Il y a à peu près une semaine. Ça m'a intrigué. Il a été repéré par des policiers sur les réseaux sociaux, comme 2 autres adolescents arrêtés ces derniers jours. Là encore, des jeunes de 15 ans qui étaient fichés S. Jeudi dernier, à Rueil-Malmaison, en région parisienne, première arrestation. Un adolescent déjà mis en examen pour apologie du terrorisme et diffusion de propagande djihadiste. La semaine dernière, il tient des propos sur Internet qui, selon les policiers, laissent penser à un passage à l'acte. Samedi dernier, un autre adolescent de 15 ans est arrêté, lui aussi fiché S. Il s'apprêtait vraisemblablement à commettre une attaque à l'arme blanche sur des passants. Leur point commun, des contacts via Internet avec Rachid K, un djihadiste français basé en Syrie. Toujours en France, des manifestations se déroulent dans 110 villes à travers l'Hexagone pour cette 13e journée de mobilisation contre la loi travail. À la SNCF et à la RATP, le trafic est normal ce jeudi matin en dépit de l'appel à la grève. Le secteur aérien est plus perturbé. À Nantes, des jets de projectiles ont eu lieu devant la préfecture. Les forces de l'ordre ont procédé à une interpellation. Le récit d'Antoine Fenot. Une mobilisation en forme de baroud d'honneur. La mobilisation s'annonce peu suivie, malgré les appels à la grève, notamment dans les services publics. Seule perturbation attendue dans les aéroports, où la direction de l'aviation civile appelle les compagnies à réduire leur programme de vol de 15%. Conclusion du mois dans la rue, d'une contestation de plusieurs mois émaillée de nombreux incidents. En février dernier, le gouvernement présente le projet de loi travail d'Ilwa El Khomri. Les syndicats, CGT en tête, sont majoritairement opposés au texte et en particulier à son article 2 qui fait prévaloir les accords d'entreprise sur les accords de branche. C'est le début d'un bras de fer politique et social. Les syndicats bloquent les dépôts de carburant et certaines centrales nucléaires.
La plus forte mobilisation réunira jusqu'à 390 000 personnes selon la police, 1 200 000 selon les syndicats. Des manifestations qui donnent souvent lieu à des affrontements violents. Face à l'opposition d'une partie de sa majorité parlementaire, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte en ayant recours à l'article 49.3. La loi est adoptée le 5 juillet. Après cette mobilisation, la CGT entend poursuivre la lutte dans les entreprises, puis devant les tribunaux. Le super typhon Meranti a touché les côtes de la Chine continentale ce jeudi. Pour l'heure, aucun bilan humain. Mais en tout cas, les dégâts matériels sont très importants. Coupures d'électricité, routes inondées, bâtiments endommagés. Avec des vents à plus de 170 km/h de moyenne, ce super typhon est considéré comme un des plus puissants de ces dernières années. Son passage coïncide avec la fête de la Lune, une fête durant laquelle les habitants partent d'ordinaire en congé. Pour de nombreux Chinois, les projets de vacances se sont donc bien envolés. Et avant de se quitter au Brésil, le procureur en charge de l'enquête sur le scandale de corruption Petrobras, l'entreprise pétrolière publique, a demandé l'inculpation de l'ancien président Lula pour corruption et blanchiment d'argent. Des accusations qui font partie, selon ses partisans, d'une véritable chasse aux sorcières, 15 jours après la destitution de Dilma Rousseff. Natacha Milray. Lula da Silva, à nouveau rattrapé par le scandale Petrobras. L'ancien président brésilien est accusé de corruption active dans le cadre de l'enquête sur les rétrocommissions au sein de la compagnie pétrolière publique. Le procureur demande sa mise en examen car il estime que Lula a joué un rôle majeur dans cette affaire. Le bureau du procureur fédéral accuse M. Lula da Silva d'être le chef suprême du réseau de corruption identifié par l'enquête. Les crimes sont les suivants: corruption active, corruption passive, blanchiment d'argent. La période des crimes va de 2006 à 2016. Petrobras, le plus gros scandale de corruption du Brésil, concerne le géant pétrolier et le secteur du BTP. Des systèmes de pots de vin qui auraient financé entre autres des partis de gauche proches du pouvoir. Selon le procureur, Lula aurait reçu à ce titre plus d'1 million de dollars, ainsi qu'un appartement en bord de mer et d'autres avantages en nature. L'ancien président a toujours rejeté ces accusations. Son avocat parle d'une farce politique. Monsieur Lula da Silva et son épouse Letícia da Silva ont publiquement et fermement rejeté l'accusation faite aujourd'hui par le ministère fédéral sur la base d'incohérences juridiques. L'accusation s'est perdue dans un déplorable spectacle. En tout, Lula est visé par 3 enquêtes dans le cadre du scandale Petrobras. Ces nouvelles accusations interviennent moins de 15 jours après la destitution de Dilma Rousseff. Un nouveau coup dur pour la gauche brésilienne. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les ambassadeurs des grandes puissances au Grand Sérail, ils ont rencontré le Premier ministre Salam et exprimé leur attachement à la stabilité et à la sécurité du Liban, ainsi que leur profonde inquiétude face à la vacance présidentielle. En Syrie, le cessez-le-feu a été prolongé de 48 heures. Ban Ki-moon, le patron de l'ONU, demande à Moscou et à Washington d'aider à débloquer l'aide humanitaire qui n'est toujours pas parvenue aux régions assiégées. Et aux États-Unis, Donald Trump surfe au maximum sur l'épisode du malaise d'Hillary Clinton. Le camp de la candidate démocrate tente de rassurer. L'ancienne première dame doit repartir aujourd'hui en campagne en Caroline du Nord, puis à Washington. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À très bientôt.